À Noël, mes parents ont conduit ma fille de 10 ans à la porte. Elle a dû rentrer chez elle seule à pied, portant tous les cadeaux qu'elle avait apportés, et a dû passer Noël dans une maison vide. Quand je l'ai découvert, je n'ai pas crié. J'ai agi. 5 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Je m'appelle Audrey Ashford. J'ai 34 ans et ma fille, Nora, en a 10. Si vous regardez ceci, abonnez-vous s'il vous plaît et dites-moi d'où vous regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la semaine avant Noël, la semaine où tout dans ma famille s'est doucement, mais définitivement, fracturé. Ce décembre-là, Nora et moi vivions dans un appartement d'une chambre près de Broad Street à Richmond. Elle avait la chambre, j'avais le canapé. Le radiateur faisait un tic-tac toutes les 40 minutes, comme un métronome dont personne n'avait demandé, et le robinet de la cuisine avait une goutte que j'avais appris à ignorer en dormant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le nôtre, temporairement du moins. J'étais en plein divorce. Mon ex, Ryan, avait demandé la garde principale 3 mois plus tôt, et mon avocat avait rendu une chose très claire, le juge chercherait la stabilité et logement stable, revenu stable, environnement stable. Toute perturbation, toute indication que la vie de Nora à la maison était chaotique, et l'avocat de Ryan l'utiliserait. Alors, j'ai fait profil bas. Je travaillais de nuit aux urgences à Saint-Maries, prenais des rotations supplémentaires quand elles se présentaient, et m'assurais que toutes les factures étaient payées le premier du mois. Je n'avais pas de marge d'erreur. Mes parents savaient tout cela. Ils savaient pour l'audience de garde prévue pour le 3 janvier. Et ils l'ont utilisé comme on tiendrait un chien en laisse qui essaie de partir. Mais j'y viendrai. Cette semaine avant Noël, Nora était à la table de la cuisine tous les soirs après les devoirs, coupant du papier coloré, pliant des cartes, écrivant des noms de sa belle écriture ronde et soignée. Elle en a fait une pour ma mère, une pour mon père, une pour mon frère Kyle, une pour sa femme Tiffany, et 2 pour leurs enfants. Elle a emballé de petits cadeaux dans du papier journal parce que le papier d'emballage coûtait 4 $ le rouleau, et j'avais dit peut-être la prochaine fois. Elle ne s'est pas plainte. Elle a juste trouvé la section bande dessinée et l'a utilisée à la place. Sur l'une des cartes, celle pour ma mère, elle avait écrit « Chère mamie, j'ai hâte de voir tout le monde. Je t'aime, Nora E. » T à côté de son nom, un petit soleil dessiné à la main. Elle dessinait toujours ça. Elle disait que c'était pour que les gens se sentent au chaud quand ils le liraient. Il y avait une photographie encadrée dans le salon de mes parents, elle était là d'aussi loin que je me souvienne. Mon arrière-grand-mère Ruth se tenant devant cette maison le jour où elle l'a achetée en 1987. Au dos, de son écriture, pour ma famille, tous les membres. Je me souviens d'avoir eu peut-être 12 ans, de rendre visite à grand-mère Ruth à la maison et qu'elle me pose la main sur l'épaule en disant « Cette maison est à moi, Audrey. Souviens-toi de ça. » Je n'ai pas compris pourquoi elle l'avait dit ainsi, comme si elle plantait un drapeau. Je comprendrai plus tard. Ma mère, Janet Ashford, avait 60 ans et n'avait jamais rencontré une pièce qu'elle ne pouvait pas contrôler. À l'église, c'était la femme qui organisait le repas partage, se souvenait de l'anniversaire de tout le monde, apportait une casserole à chaque enterrement. Les voisins l'appelaient une sainte. Elle aimait cela, elle collectionnait le mot comme certaines personnes collectionnent la porcelaine, avec soin et là où tout le monde pouvait le voir. À la maison, Janet décidait qui était invité à dîner et qui ne l'était pas, qui s'asseyait où, qui parlait et quand. Mon père, Gérald, 62 ans, retraité anticipé de la gestion d'entrepôt, s'asseyait dans son fauteuil inclinable et acquiesçait à tout ce qu'elle disait. Son silence n'était pas neutre. C'était un vote. Mon frère Kyle avait 29 ans et n'avait jamais payé de loyer de sa vie. Il vendait des voitures chez un concessionnaire à Short Pump, gagnait un salaire moyen, et dépensait comme s'il gagnait le double parce que nos parents couvraient la différence. Lui et sa femme Tiffany vivaient à l'étage dans la maison. La maison de grand-mère Ruth, gratuitement. Kyle conduisait un camion que notre mère lui avait acheté avec de l'argent qu'elle appelait des économies. Personne ne demandait d'où venaient les économies. Moi. J'ai payé mes études d'infirmière avec des prêts et des quarts de nuit dans un restaurant. Quand je me suis marié, ma mère a dit, fais simple, Audrey. Une cérémonie en plein air, c'est bien. Quand Kyle s'est marié, elle a réservé un lieu à 15 000 $. Quand j'ai demandé le divorce, elle a dit, une femme devrait savoir garder son mari. Quand Kyle et Tiffany ont failli se séparer il y a 2 ans, elle a dit, Tiffany doit être plus patiente avec lui. Chaque semaine, elle m'appelait, non pas pour me demander comment j'allais.
mais pour me rappeler de ne rien faire de stupide avant l'audience de garde. L'implication n'était pas subtile, si tu fais des vagues, tu n'auras pas d'endroit où atterrir. Et le juge en entendra parler. Je l'ai vu une fois fermer rapidement son ordinateur portable quand je suis entré dans la cuisine. L'écran affichait un logo Airbnb. Je n'y ai pas beaucoup pensé alors. C'était une erreur. Le plan pour Noël était simple. J'étais prévu pour un double quart, de 18h à 6h, car la paie des jours fériés était majorée de moitié et j'avais besoin de chaque centime pour les honoraires de l'avocat. Mes parents viendraient chercher Nora à 16h, l'amèneraient à la maison pour le dîner de Noël, et je la récupérerais le lendemain matin. Bien sûr, a dit ma mère au téléphone quand j'ai confirmé, amène-la. Nous passerons un merveilleux moment. La voix de mon père en arrière-plan, oui, amène-la. Nora a passé la veille de Noël à préparer sa tenue, un pull vert qu'elle avait trouvé à Goodwill. Celui qu'elle disait lui donner l'air Noël. Elle a rangé les cadeaux dans un sac fourre-tout en toile, chacun étiqueté, chaque étiquette avec un soleil. J'ai préparé ses affaires cet après-midi-là comme si je préparais un sac de déploiement, manteau lourd, bonnet en laine, gants, écharpe. J'ai glissé une barre granola dans sa poche au cas où le dîner se prolongerait. Et j'y ai mis autre chose, un de mes vieux téléphones. Pas de forfait data, pas d'application, juste la possibilité de passer des appels. J'y avais programmé 2 numéros, le mien et celui de Maggie. Maggie Cole était ma meilleure amie, infirmière au même étage à Saint-Maries. Elle connaissait Nora depuis sa naissance. Si quelque chose arrivait et que j'étais les coudes plongés dans un cas de traumatisme sans signal, Nora pourrait joindre Maggie. Juste au cas où, j'ai dit à Nora. Si tu n'arrives pas à me joindre, appelle Maggie. Nora a rangé le téléphone dans la poche de son manteau et a souri, maman, détends-toi. C'est juste chez mamie et papy. À 15h45 le jour de Noël, je lui ai embrassé le front sur le parking de l'hôpital, les regardé monter dans la voiture de ma mère avec son sac de cadeaux, son pull vert et ses petits soleils, et je suis entré aux urgences. C'était la dernière fois que je voyais ma fille sourire pendant des jours. Tout ce que je vais vous raconter provient de 3 sources, ce que Nora m'a dit après, le message vocal qu'elle a laissé sur mon téléphone, et le journal d'appel de l'ancien téléphone que je lui avais donné. Je n'étais pas là. J'étais en train de poser une perfusion à un homme de 60 ans souffrant de douleurs thoraciques quand c'est arrivé. Mais j'ai entendu l'histoire assez de fois maintenant pour la visualiser. Chaque détail, comme si j'étais moi-même sur ce perron. 17h15. La voiture de ma mère s'est arrêtée devant la maison. Les fenêtres étaient lumineuses, une guirlande sur la rampe. La couronne de la porte d'entrée que ma mère achetait neuve chaque année. À l'intérieur, des rires, l'album de Noël de Nat King Cole qu'elle passait toujours, et l'odeur de dinde rôtie et de farce au romarin s'échappant par les joints. Nora a monté les marches avec son sac fourre-tout. Ma mère l'a laissé entrer. Nora s'est tenue dans le couloir, entendant des voix venant de la salle à manger. Kyle, Tiffany, les enfants, Gérald. Elle a commencé à retirer son manteau. Puis ma mère est allée dans la cuisine. Nora a entendu des voix basses. Son nom, la voix de Kyle, puis celle de ma mère. Puis rien pendant 1 minute. 17h30. Ma mère est ressortie. Son visage avait changé. La chaleur avait disparu. Remplacée par cette expression polie et pratique qu'elle portait lorsqu'elle était sur le point de dire quelque chose de cruel et de l'appeler raisonnable. Nora, ma chérie, nous avons un petit problème. La table est pleine. Les beaux-parents de Kyle sont venus à la dernière minute. Il n'y a juste pas de place. Tu devrais probablement rentrer chez toi. Ta maman sera de retour demain matin. Nora a regardé le sac dans ses mains. Mais j'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Ma mère a jeté un coup d'œil au sac fourre-tout comme on regarderait un flyer que quelqu'un vous tend dans la rue. C'est gentil. Laisse-les juste sur le perron. Nous les ouvrirons plus tard. Derrière ma mère, mon père se tenait dans le couloir. Il n'a rien dit. Kyle a regardé par-dessus son épaule depuis la salle à manger, puis s'est détourné. Et voici ce que Nora m'a dit plus tard d'une voix si calme que ça m'a brisé bien plus que des pleurs n'auraient pu le faire. Elle a regardé au-delà de ma mère dans la salle à manger et a compté 12 chaises autour de cette table. L'une d'elles était vide. La porte s'est refermée. La couronne a tremblé une fois puis s'est immobilisée. Le Nat King Cole continuait de jouer à l'intérieur. Ma fille s'est tenue seule sur ce perron,
tenant un sac de cadeaux que personne ne voulait. Et elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste retournée et a commencé à marcher. Il faisait 28 degrés Fahrenheit. Je le sais parce que j'ai vérifié le journal météo après coup. 25 décembre, Richmond, Virginie. 18 heures. 28 degrés Fahrenheit. Sensation thermique 22 degrés Fahrenheit. Légère flocon. Le genre de froid qui trouve les interstices de votre manteau et s'y installe. Nora a marché 1,7 miles de la maison de mes parents jusqu'à notre appartement. Je l'ai cartographié plus tard sur mon téléphone, debout dans la cuisine, fixant la petite ligne bleue sur l'écran comme si elle pouvait expliquer quelque chose. 1,7 miles, devant des maisons avec des couronnes et des bougies électriques à chaque fenêtre. Devant des salons où des familles étaient assises ensemble, le long de Mechanicsville Turnpike, où les lampadaires sont trop espacés et le trottoir disparaît sur un tronçon près du garage automobile. Elle a porté le sac fourre-tout tout le long, chaque cadeau. Elle ne les a pas laissés sur le perron comme ma mère lui avait dit de faire. Elle les a ramenés à la maison. L'emballage en papier journal était humide de la neige quand elle est entrée. L'appartement était sombre. J'avais baissé le chauffage à 60 degrés Fahrenheit avant de partir. Inutile de chauffer un endroit vide, avais-je pensé. Puisque Nora serait chez mes parents toute la soirée. Elle a déverrouillé la porte, allumé une lampe, et s'est assise sur le bord de son lit dans son manteau. Elle a essayé de m'appeler à 17h43. Pas de réponse. J'étais dans un box de traumatologie. Elle a rappelé à 17h45. Messagerie vocale. À 17h47, elle a appelé Maggie. Maggie a répondu à la deuxième sonnerie. Elle m'a dit plus tard que lorsqu'elle a entendu la voix de Nora, calme, petite, précise, elle a attrapé ses clés avant que la phrase ne soit terminée. À 17h52, Nora m'a laissé un message vocal. 23 secondes. Je l'ai écouté plus de fois que je ne l'admettrai jamais. Mamie a dit qu'il n'y a pas de place. Je suis rentré à pied. Je vais bien. Je suis juste. Je suis dans l'appartement. Joyeux Noël, maman. Maggie est arrivée sur notre parking à 18h02. Elle a pris une photo en entrant. Je l'ai. Horodatage 18h02. Nora assise sur le lit, toujours dans son manteau, le sac de cadeaux par terre à côté d'elle, une lampe allumée, le reste de l'appartement sombre. Maggie a enveloppé Nora dans une couverture, a monté le chauffage, et l'a conduite chez elle pour la nuit. À 18h30, Nora mangeait des restes de lasagne à la table de la cuisine de Maggie avec le chat de Maggie sur ses genoux. Elle était en sécurité, mais je ne savais encore rien de tout cela. J'étais toujours aux urgences, vérifiant les signes vitaux, notant des observations, supposant que ma fille était assise à la table de mes parents, ouvrant des cadeaux à côté d'un sapin de Noël dans une maison chaude remplie de gens qui l'aimaient. J'ai vérifié mon téléphone à 22h32 pendant ma pause de 15 minutes. 3 appels manqués de Maggie, un message vocal de Nora. 0 appel, 0 SMS de ma mère, 0 de mon père, 0 de Kyle. J'ai écouté le message vocal en premier, 23 secondes. Je me suis tenu dans la salle de pause du personnel, le dos contre un casier en acier froid, et j'ai écouté ma fille de 10 ans me souhaiter joyeux Noël depuis un appartement où elle n'aurait jamais dû être cette nuit-là. Sa voix était calme, un peu fluette, sans pleurs, pire que des pleurs parce que cela signifiait qu'elle avait déjà décidé que c'était quelque chose qu'elle était censée gérer seule. Je l'ai rejoué, puis encore une fois, car une partie de moi attendait que ça cesse d'être réel. Puis j'ai appelé Maggie. Elle a répondu immédiatement. Elle va bien. Elle dort. Elle est chez moi. Et puis, doucement, Audrey. Elle est rentrée seule à pied dans le noir le jour de Noël. Maggie m'avait déjà envoyé la photo par SMS. Je l'ai ouverte. Ma fille toujours dans son manteau, assise sur le lit, une lampe allumée, ce sac de cadeaux par terre. Horodatage 18h02. 25 décembre. J'ai regardé cette image longtemps. J'ai regardé la façon dont la lumière n'éclairait que la moitié de son visage et la façon dont le reste de l'appartement derrière elle n'était que néant. Des meubles sombres, pas de sapin, pas de musique, pas de monde. J'ai dit, merci, Maggie. Je vais finir mon quart. Elle a fait une pause. Audrey. Je vais finir mon quart, ai-je répété. Et je l'ai fait. Je suis retourné au service.
J'ai noté les médicaments et changé les pansements et parlé aux patients de la voix calme et égale qu'on vous apprend à utiliser quand tout s'effondre et que vous êtes la seule personne dans la pièce qui ne peut pas se permettre de le montrer. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas appelé Kyle. Il n'y avait plus rien à discuter. À partir de ce moment-là, il n'y avait que de la paperasse. Quand mon quart s'est terminé à 6 heures du matin, je me suis assise dans ma voiture dans le garage de l'hôpital pendant peut-être 4 minutes, moteur tournant, chauffage allumé, téléphone à la main. J'ai fait défiler mes contacts et me suis arrêté sur un nom, Ruth Ashford. Je n'ai pas appelé tout de suite, pas à 6 heures du matin, mais je le ferai. Et quand je le ferai, les choses commenceraient à prendre une direction que mes parents n'avaient jamais imaginée, parce qu'ils avaient passé 18 ans dans une maison qu'ils pensaient être la leur, et ils n'avaient jamais pris la peine de lire les documents qui disaient le contraire. Ma mère m'a appelé à 8h14 le lendemain matin, le 26 décembre. Je connais l'heure exacte parce que j'enregistrais. La Virginie est un État à consentement unilatéral. Cela signifie que tant qu'une personne dans la conversation sait qu'elle est enregistrée, c'est légal. J'ai appuyé sur enregistrer avant d'appuyer sur répondre. J'avais appris cela en travaillant à l'admission aux urgences, quand les choses sont sur le point de tourner mal, on documente d'abord et on ressent plus tard. Audrey, sa voix était légère, presque joyeuse. J'ai entendu dire que Nora était rentrée hier soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit d'attendre 10 minutes pendant que je réarrangeais les choses et elle est juste partie. Tu sais comment les enfants sont si dramatiques. J'ai laissé le silence s'installer pendant 3 secondes complètes. Puis, maman. Nora m'a appelé à 17h52. Elle a dit que tu lui avais dit qu'il n'y avait pas de place. Elle est rentrée à pied. Shift. J'ai entendu. Un recalibrage. Les rouages tournant derrière cette voix polie. Eh bien, c'était chaotique, Audrey. La belle-mère de Kyle est arrivée à la dernière minute. J'ai dû prendre une décision. Que étais-je censé faire? Mettre à la porte une invitée âgée pour une enfant? Tu as mis à la porte une enfant de 10 ans? Silence. 4 secondes cette fois. Puis la troisième vitesse de Janet, l'attaque. Ne commence pas avec moi, Audrey. Je t'ai soutenu à travers tes problèmes. Je t'ai logé, j'ai gardé ton enfant, je t'ai couverte, et c'est le remerciement que je reçois? Tu es comme le côté de ton père. Ingrate, chacun d'entre vous. Sa voix montait maintenant. Pas forte, mais tranchante. Comme une lame n'a pas besoin d'être grande. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si tu en fais toute une histoire, n'attends pas que nous nous présentions à ton audience de garde. N'attends pas un toit. N'attends rien. 7 minutes et 23 secondes. J'ai tout enregistré, y compris la dernière chose qu'elle a dite avant de raccrocher. La chose qu'elle pensait probablement être une menace, mais que j'ai classée comme preuve. Tu fais quelque chose de stupide, Audrey, et je m'assurerai que ce juge sache exactement quel genre de mère tu es. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine. J'ai regardé le fichier d'enregistrement. 7h23, 26 décembre, 8h14. Et je l'ai enregistré dans un dossier que je venais de créer. J'ai nommé le dossier épreuve. Kyle a commencé à envoyer des SMS à 8h45, pas un appel téléphonique qui aurait exigé d'entendre ma voix. Et Kyle n'avait jamais été à l'aise avec quoi que ce soit qui ne pouvait pas être fait à distance. 8h45, maman m'a dit que tu en avais fait toute une histoire hier soir. Sérieux. 8h47, Nora va bien. Les enfants rentrent à pied tout le temps. Arrête d'être dramatique. 8h52, tu dois t'excuser auprès de maman. Elle pleure. 9h01, si tu insistes, je jure que je dirai à l'avocat de ton ex que tu es instable. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai fait une capture d'écran de chacun. Chacun est allé dans le dossier. En milieu de matinée, la machine tournait. Janet avait déjà appelé sa sœur, ma tante Diane, et lui avait livré sa version. Audrey a abandonné Nora chez nous, puis nous a blâmés pour cela. Tante Diane m'a appelé à 10h15, la voix douce d'une préoccupation qui n'était pas vraiment pour moi. Ma chérie, ta maman est juste dévastée. Tu ne peux pas laisser tomber? C'est Noël. Ta TL dit que Nora était rentrée seule à pied dans le noir? Une pause. Elle a dit que Nora était partie seule.
Nora a 10 ans, tante Diane. Une autre pause, plus longue. Elle n'avait pas de réponse à cela, alors elle a dit qu'elle prierait pour la famille et a raccroché. Je posais mon téléphone quand il a vibré une fois de plus. Kyle encore. Mais ce message était différent. Le genre d'erreur qui n'arrive que lorsque quelqu'un envoie deux conversations à la fois et envoie la mauvaise à la mauvaise personne. 9h22 de Kyle. Destiné à Janet. Ne t'inquiète pas, maman. Elle ne fera rien. Elle a besoin de nous pour l'affaire de la garde. Elle est piégée. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'en ai fait une capture d'écran, j'ai ouvert le dossier épreuve, et je l'ai enregistré juste en dessous des autres. Il avait raison sur une chose. J'avais besoin d'eux pendant encore 9 jours. L'audience de garde était le 3 janvier. Après cela, la laisse serait enlevée. Mais Kyle ne connaissait pas la laisse. Il ne connaissait que le piège. Et les gens qui pensent que vous êtes piégé cessent de surveiller ce qu'ils disent. Je devrais vous donner un peu d'historique, car ce qui s'est passé à Noël n'est pas sorti de nulle part. C'était la note la plus forte d'une chanson qui jouait depuis toute ma vie. Dans la famille Ashford, il y avait 2 types d'enfants, l'investissement et la dépense. Kyle était l'investissement. J'étais la dépense. Kyle a abandonné le collège communautaire après 3 semestres. Mes parents avaient payé le moindre centime de ses frais de scolarité. Je me suis payé mes études d'infirmière avec des prêts fédéraux et un emploi de serveuse qui me laissait les pieds enflés à minuit. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ma mère a dit « Eh bien, au moins tu as terminé quelque chose ». Quand Kyle a trouvé un emploi de vendeur de voitures, elle lui a organisé un dîner. Quand je me suis marié, Janet m'a dit de faire simple. Une cérémonie en plein air, c'est bien, Audrey. Pas besoin d'en faire trop. Le budget, tout ce que je pouvais rassembler. Quand Kyle a épousé Tiffany 2 ans plus tard, ma mère a réservé un lieu avec un lustre et un gâteau à 3 étages et a fait un chèque de 15 000 $. Elle a appelé cela un investissement dans son avenir. Quand mon mariage s'est effondré, elle a dit, une femme devrait savoir garder son mari. Quand Kyle et Tiffany ont failli se séparer, cette mauvaise période avec les dettes de carte de crédit, elle a dit, Tiffany doit apprendre la patience. Et puis il y avait la façon dont il traitait Nora. Les 2 enfants de Kyle, Braden, 5 ans, et Harper, 3 ans, étaient mes bébés. Janet les postait sur Facebook chaque semaine, tenues assorties à Pâques, chants de citrouille en octobre. Les petits-enfants de ma mère, au premier plan. Nora était la fille d'Audrey, ou parfois juste la fille. Noël dernier, celui d'avant, Nora avait été placée à une table pliante dans le couloir pendant que tout le monde était assis à la table principale. Quand elle a demandé pourquoi, ma mère a dit « La grande table est pour la famille proche, Nora ». Nora l'a regardée. « Ne suis-je pas de la famille proche ?» Ma mère a changé de sujet. J'ai ravalé. J'étais à 2 mois du dépôt de la demande de divorce, je dormais sur un canapé et j'étais terrifié qu'un mauvais mouvement me coûte ma fille au tribunal familial. Alors, j'ai ravalé, comme j'avais ravalé des choses de cette famille pendant 30 ans. Mais quelqu'un d'autre a entendu parler de ce moment par un appel téléphonique dont je n'avais même pas eu connaissance. Grand-mère Ruth. Elle avait entendu et elle n'avait pas dit un mot. Pas encore. Elle attendait. Je ne savais juste pas quoi. Laissez-moi vous parler de la maison. C'était une coloniale de 3 étages dans une rue bordée d'arbres dans les banlieues proches de Richmond. Revêtement blanc, volets noirs, véranda enveloppante. Mon arrière-grand-mère Ruth l'a achetée en 1987 avec de l'argent provenant de 40 ans de tenue de livres et une pension du système scolaire du comté de Henrico. Elle y a élevé son fils, mon grand-père. Quand il est décédé en 2003, elle est restée 2 ans de plus. En 2005, elle a mis en place une fiducie révocable, y a placé la maison, et s'est nommée fiduciaire. Le document de fiducie avait une clause directrice que je ne lirai que bien plus tard, la propriété servira la famille, tous ses membres, sans exclusion. En 2012, grand-mère Ruth a déménagé dans une maison de retraite à Charlottesville. Janet et Gérald ont emménagé. Pas de bail, pas de loyer, juste une entente verbale qu'ils s'occuperaient de l'endroit. Kyle et Tiffany ont pris l'étage 3 ans après cela. Également gratuitement, également sans bail. 18 ans, mes parents avaient vécu dans cette maison sans payer $1. Et quelque part en chemin, ils avaient commencé à en parler comme si elle était la leur. Notre maison,
la maison familiale, la maison dans laquelle nous avons versé nos vies. Comme si la femme qui l'avait réellement achetée, la femme assise dans une maison de retraite à 60 miles de là, avait simplement disparu. Mais il y avait le sous-sol, un espace aménagé qui était autrefois la salle familiale où j'avais regardé des films avec grand-mère Ruth enfant. Il y a 3 ans, Janet l'a fait rénover. Nouvelle serrure sur la porte, entrée séparée par le côté de la cour. Elle a dit à tout le monde que le sous-sol était humide et dangereux. Elle a dit à grand-mère Ruth qu'il y avait un problème de moisissure. Personne n'y allait. Cette nuit-là, le 26 décembre, après le SMS de Kyle au mauvais numéro et l'appel téléphonique de tante Diane, j'ai ouvert l'application Airbnb sur mon téléphone et j'ai tapé l'adresse de mes parents. Cela a pris 4 secondes. Suite confortable en sous-sol, Richmond, Virginie. 47 avis. Badge super hôte, $89 la nuit. Nom de l'hôte, Janetta. J'ai fait défiler les photos de l'annonce. Et là, c'était l'ancien sous-sol de grand-mère Ruth, celui avec les murs lambrissés de bois et la cheminée en briques. Nouveaux meubles, nouveau linge de maison, un petit panier d'articles de toilette sur la table de nuit. 47 avis 5 étoiles dans une maison qui ne lui appartenait pas. Dans un sous-sol qu'elle avait dit à une femme de 90 ans être trop dangereux pour y entrer. J'ai fait une capture d'écran de tout, l'annonce, les avis, les prix, le profil de l'hôte. Horodatage 26 décembre, 23h30. Puis j'ai fermé l'application, posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, et me suis assise dans le silence pendant un long moment. Demain matin, j'allais appeler grand-mère Ruth. J'ai appelé à 7h15 le 27 décembre, tôt, mais grand-mère Ruth avait été une lève-tôt toute sa vie, et le personnel de la maison de retraite m'avait dit une fois qu'elle était généralement habillée et lisait à 6h30. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Cette voix, rauque, fluette, mais précise d'une manière que là je n'avais pas touché. Comme une lame qui avait été aiguisée tant de fois qu'elle était étroite mais coupée toujours nette. Audrey, tu appelles tôt. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Nora à la porte, l'excuse du pas de place, le retour à pied, l'appartement sombre, le message vocal. Grand-mère Ruth est restée silencieuse. Pas le silence de quelqu'un qui n'entendait pas, le silence de quelqu'un qui compte. J'ai attendu 10 secondes. Je le sais parce que j'ai compté aussi. Puis elle a parlé et sa voix n'avait pas changé d'une fraction. Cette maison a 12 chaises et une table qui peut accueillir 14 personnes, Audrey. J'ai acheté chacune d'elles. Je lui ai parlé de l'annonce Airbnb, du sous-sol, des 47 avis, des $89 la nuit sous le nom de Janet. Un autre silence. 5 secondes cette fois. Alors, elle gagne de l'argent avec ma maison et refuse l'entrée à mon arrière-petite-fille à Noël. Ce n'était pas une question. C'était un verdict. Audrey, avez-vous cette capture d'écran? L'annonce? Oui, madame. Bien. J'appelle Martin ce matin. Martin Haywood, l'avocat de succession de grand-mère Ruth à Charlottesville. Il avait mis en place la fiducie en 2005 et géré toutes les mises à jour depuis. Je l'avais rencontré une fois, il y a des années. Calme, prudent, le genre d'homme qui portait le même costume gris tous les jours et n'oubliait jamais une clause. Avant de raccrocher, grand-mère Ruth a dit une chose de plus. Je savais déjà que quelque chose n'allait pas, Audrey. Noël dernier, Nora m'a appelé pour me souhaiter joyeux Noël, et elle m'a dit, grand-mère Ruth, je me suis assise seule à la petite table. J'ai demandé à Janet. Janet a dit que Nora préférait ça comme ça. Une inspiration. Je l'ai cru. Je ne la croirais plus. Ce matin-là, pendant que ma mère postait des photos de restes de Noël sur Facebook, celle de la table du dîner où Nora n'avait pas été autorisée à s'asseoir, avec la légende moment familial béni, une femme à 90 miles de là. Dans une maison de retraite à Charlottesville, était au téléphone avec son avocat. Et l'horloge avait commencé. Martin Haywood m'a appelé à 14h15 cet après-midi-là. Sa voix était ce à quoi je m'attendais, mesurée, posée, le genre de ton qui ne gaspille pas les mots parce que chacun a déjà été pesé. Mademoiselle Ashford, votre arrière-grand-mère m'a informé de la situation. J'ai examiné les documents de fiducie. Je souhaite vous expliquer où en sont les choses. Il a parlé pendant peut-être 4 minutes. Voici ce qu'il a dit, et je paraphrase légèrement car je l'ai noté au dos d'un ticket de caisse en me tenant dans ma cuisine.
La maison était détenue dans la fiducie révocable Ruth Ashford, établie en 2005. Grand-mère Ruth était la seule fiduciaire. Janet et Gerald n'avaient ni bail, ni titre de propriété, ni aucun intérêt de propriété. Ils étaient ce que la loi appelle des occupants tolérés, des personnes autorisées à rester au gré du propriétaire, et cette tolérance pouvait être révoquée par un préavis écrit de 30 jours. Statut de Virginie, noir sur blanc. Votre grand-mère m'a chargé de faire 2 choses, a dit Martin. Premièrement, préparer un avis de départ de 30 jours, adressé à Janet et Gerald Ashford. Deuxièmement, rédiger un amendement à la fiducie, retirant Janet et Gerald comme bénéficiaires et vous nommant unique bénéficiaire avec Nora comme bénéficiaire subsidiaire. Je me suis appuyé sur le comptoir. Dans combien de temps? L'avis sera envoyé par courrier recommandé demain, le 28 décembre. J'apporterai l'amendement à l'établissement de votre grand-mère demain matin pour signature. J'ai déjà organisé un notaire et 2 témoins du personnel de la maison de retraite. J'ai dit oui. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a fait serrer le bord du comptoir. Mademoiselle Ashford, il y a la question secondaire. Si Janet a généré des revenus locatifs à partir de la propriété de la fiducie sans la connaissance ou le consentement de la fiduciaire, cela peut constituer un détournement de revenus de biens fiduciaires. J'aurai besoin que vous m'envoyiez tout ce que vous avez, l'annonce, les captures d'écran, les avis, tout. J'ai envoyé le dossier cette nuit-là, chaque capture d'écran, chaque horodatage étiqueté et organisé comme j'étiquette les dossiers des patients. Parce que quand vous avez passé une décennie en médecine, vous apprenez que la documentation n'est pas juste une habitude. C'est une compétence de survie. La réponse de Martin est arrivée à 21h47. Reçu. C'est exhaustif. Nous procéderons demain matin. Quelque part à Richmond, ma mère regardait probablement la télévision dans une maison qu'elle ne possédait pas, dormant dans des pièces qu'elle n'avait pas payées, dépensant de l'argent qu'elle avait tiré d'un sous-sol sur lequel elle avait menti. Et elle n'avait aucune idée que, d'ici demain, son nom serait barré d'un document légal et remplacé par le mien. 28 décembre. J'ai conduit jusqu'à Charlottesville avec Nora sur la banquette arrière. 1 heure sur l'I-64, soleil d'hiver, plat et blanc à travers le pare-brise. Nora n'a pas demandé où nous allions. Je lui avais dit que nous allions rendre visite à grand-mère Ruth, et son visage s'était illuminé comme il le faisait avant que Noël ne cesse d'être un mot qui la rendait heureuse. La maison de retraite sentait comme d'habitude. Désinfectant au citron et café de cafétéria et quelque chose de floral que le personnel pulvérisait dans les couloirs et qui ne couvrait jamais tout à fait le reste. Grand-mère Ruth était dans la salle commune, assise dans son fauteuil roulant, le dos droit, vêtue d'un cardigan bleu boutonné jusqu'en haut. Martin Highwood se tenait à côté d'elle dans son costume gris, un dossier en cuir ouvert sur la table. À côté de lui, une femme avec un tampon de notaire et 2 membres du personnel de la maison de retraite. J'ai reconnu Linda de la réception et une aide-soignante nommée Terence qui avait toujours été gentille avec grand-mère Ruth. Nora l'a vue la première. Grand-mère Ruth. Le visage de grand-mère Ruth a changé. La netteté s'est adoucie juste autour des yeux. Elle a ouvert les bras. Viens ici, petit soleil. Nora l'a serré dans ses bras. Prudente comme les enfants apprennent à l'être avec les personnes petites, âgées et précieuses. Grand-mère Ruth l'a tenue longtemps, une main sur l'arrière de la tête de Nora. Puis elle s'est penchée en arrière et l'a regardée. As-tu passé un bon Noël, ma chérie? Nora a hésité, m'a regardé, puis a regardé grand-mère Ruth. C'est bon, a dit grand-mère Ruth. Le prochain sera différent. Je te le promets. Puis elle s'est tournée vers Martin et a hoché la tête une fois. Affaire. Martin a lu le résumé de l'amendement à voix haute. Calme, formel, chaque mot assez précis pour un tribunal. Janet Ashford et Gerald Ashford retirés en tant que bénéficiaires. Audrey Ashford nommée unique bénéficiaire. Nora Ashford nommée bénéficiaire subsidiaire. La maison, les actifs de la fiducie, toute la structure que grand-mère Ruth avait bâtie en 40 ans d'économie prudente, redirigée. Grand-mère Ruth a signé d'une main qui tremblait légèrement, mais n'a jamais hésité. Le notaire a tamponné. Linda et Terence ont signé comme témoins. Martin a ensuite glissé l'avis de 30 jours sur la table. Grand-mère Ruth a également signé cela. Puis elle a demandé une feuille de papier. Pas le genre légal, juste une feuille de papier lignée de carnet du bureau de Linda. Elle a écrit d'une main plus lâche qu'avant, mais toujours lisible, toujours la sienne.
Janet, je t'ai donné ma maison pour que ma famille ait toujours un endroit. Tu as refusé un enfant à Noël. Ce n'est pas à cela que sert ma maison, Ruth. Elle l'a pliée, l'a glissée dans l'enveloppe avec l'avis, et a regardé Martin. Envoyez-le. Martin a scellé l'enveloppe, l'a adressée. Courrier recommandé, accusé de réception demandée. Avant de partir, grand-mère Ruth m'a tenu la main, sa prise étonnamment ferme, et a dit quelque chose que je porte avec moi. J'ai 89 ans, Audrey. J'ai enterré un mari, un fils et 2 amis cette année seulement. Mais je ne suis pas trop vieille pour protéger ce qui est à moi, et Nora est à moi. À 16h cet après-midi-là. Une enveloppe scellée était dans une boîte de collecte bleue de l'USPS devant le bureau de poste de Charlottesville, adressée à Janet et Gerald Ashford, timbré recommandé, et se dirigeant vers le sud vers Richmond. Cette nuit-là, après que Nora fut endormie, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et le silence de l'appartement autour de moi. Le radiateur faisait tic-tac, le robinet goûtait, et j'ai monté un dossier. J'ai organisé le dossier des preuves comme j'organisais les dossiers des patients à l'hôpital. Chronologique, étiqueté, rien ne manquait, rien n'était désordonné. Chaque fichier avait une date, une source et une description en une ligne. Le message vocal, 23 secondes, 25 décembre, 17h52. La photo prise par Maggie. Nora sur le lit dans un appartement sombre. Horodatage 18h02. L'enregistrement de l'appel téléphonique de Janet, 7 minutes 23 secondes. 26 décembre, 8h14. Les SMS de Kyle, les 5, y compris celui qu'il avait envoyé à la mauvaise personne. L'appel de tante Diane noté avec l'heure et un résumé. L'annonce Airbnb, 47 avis, $89 la nuit. Nom de l'hôte Janet à super hôte. Les photos de l'annonce, le sous-sol de grand-mère Ruth avec de nouveaux meubles, de nouveaux draps et un panier d'articles de toilette gratuits dans une pièce qu'une femme de 89 ans avait été informée être trop humide pour y entrer. J'ai consulté les avis et je les ai lus un par un, cherchant des détails. La plupart étaient routiniers, espace propre, excellent emplacement, hôte réactif, mais un, publié 6 mois plus tôt, a attiré mon attention. Merveilleux séjour. Janet nous a même montré des photos de famille dans le salon. Une maison si chaleureuse et accueillante. Photos de famille. Dans le salon. Elle avait invité des étrangers dans la maison de grand-mère Ruth, leur avait montré nos photos de famille sur le mur, et avait joué l'hôtesse gracieuse. Tout en gagnant de l'argent dont elle n'avait pas le droit dans une maison sur laquelle elle n'avait aucune revendication, avec des photographies d'une famille à laquelle elle venait de fermer la porte. J'ai envoyé le dossier complet à Martin à 23h15. Sa réponse est arrivée à 23h47, reçue. J'inclurai la documentation Airbnb dans la lettre de mise en demeure supplémentaire. La lettre de mise en demeure. C'était la deuxième enveloppe, celle que Martin avait dit qu'il enverrait après que la première soit parvenue. L'avis dirait à mes parents de partir. La lettre de mise en demeure leur dirait combien ils devaient. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assise dans la cuisine sombre un moment, écoutant le radiateur et le robinet et le son de Nora respirant dans la pièce d'à côté. 2 enveloppes, l'une était déjà postée. L'autre était en cours de rédaction, et mes parents ne savaient rien des deux. Le 3 janvier, 9 jours après Noël, le jour où la laisse a été retirée. Tribunal de la famille de Richmond, 2e étage, salle d'audience 2B. Lumière fluorescente, mur beige, le drapeau américain suspendu mollement à côté du banc du juge. J'étais assise à la table du plaignant dans un blazer marine que j'avais acheté dans un dépôt-vente et repassé la veille, mon avocat à mes côtés. Ryan était assis de l'autre côté de l'allée avec son avocat, les bras croisés, la mâchoire serrée, me regardant comme si j'étais un problème qu'il avait déjà résolu dans sa tête. L'audience a duré 40 minutes. Mon avocat a présenté le dossier, emploi stable, 12 ans en tant qu'infirmière urgentiste à Saint-Maries, bail actuel de l'appartement, lettre de recommandation de 2 superviseurs et du conseiller scolaire de Nora. Une lettre, celle que Martin avait préparée, confirmant que je déménagerais prochainement dans une propriété familiale en tant que bénéficiaire de la fiducie révocable Ruth Ashford. Logement stable, revenu stable, vie stable. L'avocat de Ryan a tenté d'arguer l'instabilité, le petit appartement, les quarts de nuit, le divorce lui-même, mais il n'avait rien de concret. Aucune preuve de préjudice, aucune preuve de négligence, et la seule carte que ma mère avait menacé de jouer, me traitant de mère indigne, ne s'est jamais matérialisée.
Janet ne s'est pas présentée. Elle n'a pas soumis de déclaration. Je ne sais pas si elle a choisi de ne pas le faire ou si elle était trop occupée à gérer l'enveloppe de courrier recommandé qui était arrivée à sa porte ce matin-là. Suivi USPS confirmé, livré le 3 janvier, 13h23. Signé par Jill Ashford. La juge a statué à 10h40, garde physique exclusive pour moi. Ryan aurait des droits de visite programmés un week-end sur 2 et des jours fériés alternés. La juge a signé l'ordonnance. Le greffier l'a estampillé et mon avocat m'en a remis une copie. Je suis sorti de ce tribunal en tenant 2 documents. L'un disait que ma fille était la mienne. L'autre, l'amendement à la fiducie, disait que mon silence était terminé. Le même matin, de retour à Richmond, un facteur était monté sur le perron de mes parents et avait laissé une enveloppe nécessitant une signature. Ma mère l'avait signée à 13h23, s'attendant probablement à une carte de Noël tardive, une facture ou l'une de ces sollicitations de charité qu'elle jetait toujours sans lire. Elle ne jetterait pas celle-ci. Janet m'a appelé à 13h47, 24 minutes après avoir ouvert l'enveloppe. Je le sais parce que j'étais assise dans ma voiture sur le parking du tribunal, tenant toujours l'ordonnance de garde quand mon téléphone a sonné et que son nom est apparu sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 3 fois. Puis j'ai répondu. Sa voix était différente maintenant. Plus la Janet douce et gestionnaire d'il y a 2 jours. C'était aigu, décomposé, tremblant aux coutures comme un mur dont les montants ont été retirés. Qu'est-ce que c'est? Que as-tu fait? Ça dit que nous devons partir dans 30 jours. C'est notre maison, Audrey. J'ai regardé une femme traverser le parking avec une poussette bien emmitouflée contre le froid. J'ai laissé les mots de Janet s'installer dans l'air entre nous, puis j'ai dit calmement, c'est la maison de grand-mère Ruth. Ça a toujours été la maison de grand-mère Ruth. Votre grand-mère est sénile. Elle ne sait pas ce qu'elle signe. Je contesterai cela. J'irai en justice. Elle a été évaluée par son médecin la semaine dernière, maman. Elle est compétente. L'amendement et l'avis sont tous 2 valides. Cela a été examiné. J'ai entendu Gérald en arrière-plan, étouffé, agité. Puis sa voix plus proche comme s'il avait pris le téléphone. Audrey, c'est ridicule. Nous vivons ici depuis 18 ans. Tu ne peux pas juste. Je n'ai pas fait ça. Grand-mère Ruth l'a fait. Vous avez 30 jours. Il est resté silencieux. Janet a repris le téléphone. Où sommes-nous censés aller? J'ai laissé le silence durer 3 secondes. Puis, je ne sais pas, maman. Peut-être quelque part avec assez de place. Elle l'a entendu. Je sais qu'elle l'a entendu parce que la ligne s'est coupée. Elle n'a pas raccroché doucement. Elle a raccroché comme les gens le font quand le sol se dérobe sous eux et qu'ils ne savent pas encore si c'est un tremblement de terre ou juste le début. L'accusé de réception du courrier recommandé de l'USPS était déjà archivé au bureau de Martin. Livré, signé, horodaté. Le compte à rebours de 30 jours avait commencé et il n'y avait pas de version non signée de cette lettre. Pas de retour en arrière, pas de « parlons-en au dîner ». Juste un document légal dans une enveloppe scellée avec une note manuscrite d'une femme de 89 ans qui se souvenait exactement du nombre de chaises autour de cette table. J'ai démarré la voiture, quitté le parking du tribunal et suis allé chercher ma fille à l'école. Je dois faire une pause ici juste une seconde car je sais que certains d'entre vous regardent ceci et l'ont ressenti. Ce moment où quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de place pour vous. Si c'est vous, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment parce que ce que Janet a fait ensuite, je n'arrive toujours pas à le croire. Laissez-moi continuer. Le premier instinct de ma mère n'a pas été de s'excuser. Ce n'a pas été d'appeler grand-mère Ruth. Ce n'a même pas été d'appeler un avocat. Pas encore. Son premier instinct a été de faire une mise en scène. Le 4 janvier, un jour après l'arrivée de la vie, Janet a posté sur Facebook, en public, pas seulement pour les amis, en public. Elle voulait que ça atteigne le plus de monde possible. S'il vous plaît, priez pour notre famille. Notre fille aînée manipule sa grand-mère âgée, une femme de 89 ans dans une maison de retraite, pour nous prendre notre maison. Nous avons mis nos cœurs et nos vies dans cette maison pendant près de 2 décennies. Nous sommes dévastés. S'il vous plaît, gardez-nous dans vos pensées et vos prières. 67 réactions, 34 commentaires, cœur, visage qui pleure, main en prière.
Oh, Janet, quelle horreur. Sois forte, ma chérie. Certains enfants ne savent pas ce qu'ils ont avant qu'il ne soit trop tard. Une femme du groupe d'église de Janet a écrit, c'est juste déchirant. Votre famille est dans nos prières. 3 personnes m'ont traité de sans-cœur sans connaître mon nom. Aucune d'elles ne savait qu'une enfant était rentrée seule à pied dans le noir à cause de la femme pour laquelle elle priait. Kyle a sauté le pas, son commentaire épinglé sous le post, ma sœur essaie de voler notre héritage. Ne vous laissez pas berner. Puis Janet a appelé le pasteur. Pasteur Whitfield, un homme vraiment gentil, mais un homme qui n'entendait toujours qu'un seul côté de tout ce qui se passait dans l'orbite de ma mère. Il m'a appelé ce soir-là, la voix prudente, mesurée. Audrey, ta mère est vraiment en difficulté. Peut-être pourrions-nous tous nous asseoir. Et pasteur Whitfield, ma mère vous a-t-elle dit qu'elle avait refusé l'entrée à ma fille de 10 ans au dîner de Noël? Pause. Elle a dit que c'était un malentendu. J'ai le message vocal que ma fille m'a laissé depuis un appartement vide cette nuit-là. Il dure 23 secondes. Voudriez-vous l'entendre? Il n'a pas répondu à cette question. Il a dit qu'il prierait pour la situation. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai fait une capture d'écran du post Facebook, des commentaires, de la réponse de Kyle, des horodatages. Tout est allé dans le dossier des preuves. Je n'ai pas posté de réponse. Je n'ai pas commenté. Je n'ai corrigé personne publiquement. Le moment viendrait où la vérité serait entendue, mais ce ne serait pas sur Facebook, et ce ne serait pas selon les termes de ma mère. Martin était déjà en train de rédiger la 2e lettre. La première semaine de janvier, je me sentais comme dans un champ ouvert avec quelque chose qui tournait au-dessus de ma tête. 4 proches m'ont appelé en 5 jours. Chacun d'eux avait parlé à Janet en premier. Chacun d'eux utilisait le même script, comme si on leur avait remis une brochure à la porte. Excuse-toi, Audrey. Pense à l'âge de tes parents. Tu déchires cette famille. Tante Diane a rappelé. Ma chérie, tu ne peux pas simplement venir dîner et arranger ça? Ta maman est hors d'elle. J'ai dit, Diane, t'as-t-elle parlé de l'annonce Airbnb? Celle où elle a loué le sous-sol de grand-mère Ruth pendant 3 ans sans lui dire? Diane est devenue silencieuse. Puis, je n'en sais rien. Puis elle a dit qu'elle devait y aller. Personne n'a posé de questions sur Nora. Pas une seule fois. Pas un seul proche en 5 jours d'appel téléphonique n'a demandé comment allait une enfant de 10 ans après qu'on lui ait dit qu'elle n'avait pas sa place à la table de Noël de sa propre famille. Mardi soir, Maggie est venue après que nos quarts de travail se soient chevauchés. Elle a apporté une pizza et une bouteille de vin bon marché et s'est assise sur le comptoir de ma cuisine comme elle le faisait depuis que nous avions 22 ans. Nora était déjà au lit. Tu n'es pas folle, a dit Maggie en mâchant la croûte. Tu n'es pas la méchante. Ce message vocal existe. Ces captures d'écran existent. La réalité n'est pas sujette au vote. Grand-mère Ruth appelait tous les soirs cette semaine-là. Des appels courts, 2-3 minutes. Sa voix calme comme une main courante sur un escalier. Martin s'en occupe. Accroche-toi. Une nuit, elle m'a raconté quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. En 1978, ma belle-mère m'a dit que je n'étais pas la bienvenue au dîner de Thanksgiving. Elle a dit que je ne cuisinais pas assez bien pour m'asseoir à sa table. J'avais 28 ans avec un bébé. Je me souviens de la marche jusqu'à la voiture. Je me souviens du froid. Sa voix s'est légèrement affinée. J'ai juré qu'aucune femme de ma famille ne ressentirait cela à nouveau. Je tiens cette promesse. La même nuit, je bordais Nora quand elle l'a dit. Doucement, sans drame, sans larmes, juste les mots posés sur l'oreiller comme une question qu'elle portait depuis trop longtemps. Maman, mamie ne m'aime pas parce que je suis un problème? Je l'ai tenue dans mes bras. J'ai tenu ma fille dans cette petite chambre avec le radiateur qui faisait tic-tac et la ville qui bourdonnait dehors et j'ai dit, tu n'es pas un problème. Tu n'as jamais été un problème. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Elle n'a pas redemandé. Mais je suis resté éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, et j'ai pris une décision qui était déjà prise. Cela ne lui arriverait plus jamais. Ni de leur part, ni de personne. Janet a engagé un avocat la 2e semaine de janvier. Pas un avocat en succession, pas un spécialiste des fiducies, un généraliste d'un bureau de centre commercial de Midlothian Turnpike,
dont le site web avait une photo d'une massue de juge et le slogan « Défendre vos droits ». Son nom était Gary Luskin, et son premier geste a été d'envoyer à Martin une lettre sur papier à en-tête si mince qu'on pouvait lire à travers. Mes clientes Janet et Gérald Ashford ont établi une résidence continue à l'adresse ci-dessus pendant 18 ans. Ils ont entretenu la propriété, payé les services publics et apporté des améliorations compatibles avec une location implicite. L'avis de 30 jours émis par votre client est défectueux et inapplicable. Martin m'a appelé le lendemain matin. Si je ne l'avais pas connu, j'aurais pu prendre son ton pour de l'ennui. Mais ce n'était pas de l'ennui. C'était le calme d'un homme qui faisait cela depuis 3 décennies et qui avait vu cette lettre 100 fois auparavant. Une location implicite nécessite une preuve de paiement de loyer ou un bail écrit. Vos parents n'ont ni l'un ni l'autre. Ce sont des occupants tolérés. L'avis tient. La réponse de Martin à Luskin était de 4 pages. Jointe une copie certifiée conforme de l'acte de fiducie montrant Ruth Ashford comme seule propriétaire et fiduciaire. Une lettre de médecin du docteur Rivera de la maison de retraite confirmant la compétence cognitive de grand-mère Ruth, l'amendement de fiducie signé et notarié, et comme une grenade poliment glissée dans la dernière pièce à conviction, un résumé de l'annonce Airbnb, le badge super haute. Les 47 avis et un calcul estimatif des revenus. Le dernier paragraphe de la lettre de Martin se lisait « Si vos clients souhaitent contester cet avis devant les tribunaux, nous sommes prêts à intenter une action en expulsion illégale. Nous avons également l'intention de poursuivre une réclamation séparée pour détournement de revenus de biens fiduciaires pour un montant estimé à 52 000 $. Nous serions heureux de présenter la documentation des revenus Airbnb devant un juge. » Martin m'a raconté ce qui s'est passé ensuite. Luskin l'a appelé, pas par écrit cette fois, mais au téléphone. Le bluff avait disparu. « Monsieur Haywood, je dois être honnête avec mes clients. Si vous pouvez prouver ces revenus Airbnb. » Martin, c'est sur Internet, Monsieur Luskin. Il y a 47 avis. La ligne est restée silencieuse longtemps après cela. Puis Luskin a dit qu'il conseillerait à ses clients d'examiner leurs options. 2 jours plus tard, j'ai appris de Kyle que l'avocat de Janet lui avait fortement recommandé de ne pas contester l'avis. Elle l'a licencié quand même. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait dit une chose qu'elle ne voulait pas entendre à voix haute. Kyle m'a appelé un mercredi de la mi-janvier. J'ai failli ne pas répondre, non par dépit, mais parce que son nom sur mon écran en était venu à ressembler à une alerte météo pour une tempête dans laquelle j'étais déjà. Mais j'ai décroché et la voix à l'autre bout était différente. Le fanfaron avait disparu. Ce qui restait ressemblait à quelqu'un qui venait de faire le calcul et n'aimait pas le total. Audrey, écoute. Je ne savais rien de l'histoire Airbnb. C'était tout. Maman, je vis juste ici. Tu ne peux pas me mettre à la rue. J'ai 2 enfants. Kyle, tu as vécu dans une maison qui n'est pas la tienne, sans loyer pendant 5 ans. Tu m'as dit que j'étais piégé. Tu as menacé d'appeler l'avocat de mon ex. Et tu étais assis à cette table à Noël pendant que ta nièce de 10 ans se faisait dire qu'il n'y avait pas de place pour elle. Ne m'appelle pas à propos de tes enfants. Silence. Puis le vieux Kyle a refait surface. C'est fou. Tu utilises une vieille femme pour te venger de nous. Grand-mère Ruth ne sait même pas ce qu'elle signe. Elle savait exactement ce qu'elle signait. Elle a dit 12 chaises et une table pour 14. Elle a compté. Elle se souvient. Il a raccroché. 20 minutes plus tard, j'ai vu le message sur le groupe de discussion familiale. Kyle, en majuscule, Audrey est en train de détruire cette famille. Elle a monté arrière-grand-mère contre nous. C'est de l'abus envers les personnes âgées. Abus envers les personnes âgées. Parce qu'une femme de 90 ans avait décidé de protéger une enfant de 10 ans. J'ai fait une capture d'écran, l'ai envoyée à Martin. Sa réponse était de 2 phrases. Notez. L'affidavit du médecin de Madame Ruth et les témoins notaires répondront à toute contestation de compétence. Laissez-les déposer s'ils le souhaitent. Ce que Kyle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait. C'est que grand-mère Ruth l'avait déjà anticipé le 28 décembre lorsque Martin avait apporté l'amendement à la maison de retraite. Il avait également apporté un affidavit signé du docteur Rivera. Il déclarait en langage médical qui ne laissait aucune place à la réinterprétation que Ruth Eleanor Ashford était alerte, orientée quant à la personne, au lieu, au temps et à la situation, et pleinement compétente pour gérer ses affaires légales et financières. Daté, signé, notarié, déposé avec les documents de fiducie.
Ma mère m'a traité de manipulatrice. Mon frère a appelé cela de l'abus envers les personnes âgées. Mais la trace écrite racontait une histoire différente. Et le papier ne bronche pas quand on lui élève la voix. Fin janvier, 3 semaines après la vie de 30 jours, Janet s'est rendue à Charlottesville. Je n'étais pas là. Je n'ai appris les détails que lorsque grand-mère Ruth me l'a raconté ce soir-là, et Martin a confirmé le reste par le rapport d'incident de la maison de retraite, dont il avait demandé une copie. Donc, je vous raconte ce qui s'est passé tel que cela m'a été raconté par 2 personnes qui n'avaient aucune raison d'embellir. Janet est entrée dans le hall de la maison de retraite à 11h40. Elle portait ce qu'elle portait toujours pour faire bonne impression, le manteau de laine beige, les boucles d'oreilles en perles, l'air d'une femme qui faisait du bénévolat à l'église et s'attendait à ce que toutes les portes s'ouvrent en conséquence. Elle s'est approchée de la réception. Je suis ici pour voir Ruth Ashford. Je suis sa belle-fille. Linda, la même Linda qui avait été témoin de la signature de l'amendement à la fiducie, a regardé son écran, puis Janet. Je suis désolé, madame. Madame Ruth a mis à jour sa liste d'autorisation de visiteurs. Votre nom n'y figure pas. Le sourire de Janet n'a pas craqué. Pas tout de suite. Il doit y avoir une erreur. Je la connais depuis 30 ans. Je suis de la famille. Je comprends, madame, mais nous suivons les souhaits exprimés par les résidents. Je ne peux pas autoriser cette visite. Le sourire a craqué. Janet a demandé un superviseur. Le superviseur a dit la même chose, poliment, fermement, comme les professionnels de la santé apprennent à le faire quand quelqu'un de puissant n'est pas habitué à se faire dire non. Janet a commencé à pleurer, ou du moins à produire les sons et la posture de quelqu'un qui pleure. Elle est restée dans le hall pendant 12 minutes. Quand il est devenu clair que les larmes n'allaient pas ouvrir la porte, le superviseur a dit « Madame, si vous ne pouvez pas partir seule, nous devrons contacter la sécurité. » Janet est partie. Depuis le parking, elle a appelé Gérald. Je le sais parce que grand-mère Ruth a entendu de Linda ce que Janet a dit dans le hall en partant, assez fort pour que 3 autres visiteurs se retournent, cette fille l'a empoisonné contre nous. Puis Janet a essayé autre chose. Elle a appelé grand-mère Ruth directement. Grand-mère Ruth a répondu. Elle m'a dit qu'elle avait laissé Janet parler pendant environ 15 secondes. L'ouverture habituelle, grand-mère Ruth, s'il vous plaît. Il y a eu un terrible malentendu. Nous vous aimons. Nous ne ferions jamais. Puis grand-mère Ruth a parlé, il n'y a pas eu de malentendu, Janet. Tu as refusé un enfant, mon arrière-petite-fille, à Noël dans ma maison, et puis tu as loué mon sous-sol pour de l'argent dont tu ne m'as jamais parlé. Janet a commencé à bégayer. Ce n'est pas. J'allais. Cette conversation est terminée. Parlez à Martin. Et elle a raccroché. Le registre des visiteurs de la maison de retraite, estampillé, daté avec les initiales de Linda, a enregistré la visite et le refus de Janet. Le rapport d'incident du personnel a noté en langage clinique, visiteuse devenue verbalement agitée dans le hall. A refusé de partir lorsqu'on lui a demandé. Est partie après mention de la sécurité. Aucun incident physique. Une autre feuille de papier. Un autre redatage. Une autre entrée dans un dossier qui s'épaississait de jour en jour. La deuxième enveloppe est arrivée le 3 février. Courrier recommandé. Accusé de réception demandée. Même processus, même facteur, même marche de perron, mais cette fois-ci, ce n'était pas un avis de départ. C'était une lettre de mise en demeure, et le chiffre en bas contenait une virgule. Martin avait passé 2 semaines à monter le dossier financier. Il avait soumis une demande de citation à comparaître à Airbnb via leur portail de conformité légale, procédure standard pour les avocats fiduciaires enquêtant sur l'utilisation non autorisée d'actifs de fiducie. Ce qui est revenu était un relevé de revenus complet pour le compte d'hôte enregistré sous Janet A, lié à l'adresse de la propriété. 3 ans d'enregistrement de réservation, montant de paiement, disponibilité du calendrier, taux d'occupation, revenu brut total déposé sur le compte bancaire personnel de Janet provenant des locations Airbnb du sous-sol de grand-mère Ruth, $52 340. La lettre de mise en demeure était sur papier à en-tête de Martin, 3 pages, propre, clinique, le genre de document qui n'élève pas la voix parce qu'il n'en a pas besoin. Elle citait la clause de la fiducie accordant l'autorité exclusive sur la propriété de la fiducie à la fiduciaire. Elle citait la loi de Virginie sur le détournement de revenus de biens fiduciaires.
Et elle demandait, dans un langage si poli qu'il ressemblait presque à une suggestion, une restitution complète de 52 340 $ dans les 60 jours, faute de quoi la fiducie intenterait une action civile. Jointe, le relevé de revenus Airbnb, les captures d'écran de l'annonce, les 47 avis, l'annonce archivée de la Wayback Machine, car Janet avait discrètement supprimé la page Airbnb 2 jours plus tôt, pensant que si elle effaçait l'annonce, elle effaçait la preuve. Elle avait tort. Internet a une mémoire qui surpasse les bonnes et les mauvaises intentions. Janet ne m'a pas appelé cette fois-ci. Elle n'a appelé personne, à ma connaissance, mais Gérald l'a fait. Il m'a appelé ce soir-là et pour la première fois de ma vie, mon père a sonné comme un homme qui avait compris que le sol sur lequel il se tenait ne lui avait jamais appartenu. Audrey, sa voix était fluette. Nous n'avons pas 52 000 $. Ta mère, elle l'a dépensé. Le camion pour Kyle, les cartes de crédit, une croisière l'année dernière, c'est parti. C'est entre vous et l'avocat de grand-mère Ruth, papa. Silence. Puis très doucement, que se passe-t-il si nous ne pouvons pas payer? Alors Martin dépose la plainte. Je l'ai entendu expirer. Pas de colère. Quelque chose de plus proche du bruit que fait une structure quand le dernier mur porteur cède. Il a dit, d'accord. Et a raccroché. 52 000 $. C'est ce que ça a coûté à mes parents de refuser l'entrée à une enfant de 10 ans à Noël. Sauf qu'ils ne l'ont pas payé. Ils l'ont dépensé pour un camion, pour une croisière, pour une vie qu'ils n'avaient jamais eu les moyens de financer. Et maintenant, la facture était arrivée. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai reconstitué à partir de 3 sources, un message vocal que Gérald m'a laissé à 2 heures du matin et dont il ne se souvenait probablement pas avoir laissé, un échange de SMS entre Kyle et Tiffany que Tiffany m'a transféré des semaines plus tard. Et un appel téléphonique très gênant de Tiffany elle-même. La famille Ashford, celle que ma mère avait passé 30 ans à soigner pour le monde extérieur, les publications Facebook, les repas partage à l'église, les photos de Noël en pulls assortis, a commencé à se dévorer de l'intérieur. Cela a commencé avec Kyle. Il avait enfin fait ce qu'il aurait dû faire des années auparavant. Il a regardé les chiffres. Le camion que sa mère lui avait donné, 28 000 $. Le don qu'elle avait fait pour la caution de son appartement, 8 000 $. Il avait toujours supposé que cela provenait des économies de retraite de ses parents ou de la pension de Gérald. Ce n'était pas le cas. Cela venait d'un sous-sol qui n'était pas celui de Janet dans une maison qui n'était pas celle de Janet. Loué à des étrangers sur une plateforme liée au compte bancaire de Janet. Kyle a appelé Janet. Je n'étais pas en ligne, mais Tiffany m'a raconté plus tard comment cela s'était passé. Maman, tu m'as dit que la pension de papa avait payé tout ça. N'ose pas me questionner, Kyle. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu utilises de l'argent volé pour acheter mon camion. Le mot volé a percuté si fort que Janet est restée sans voix pendant 5 secondes. Puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a pivoté vers Gérald. Si ton père avait été un homme, je n'aurais pas eu à. Gérald en avait apparemment assez. Tu as loué le sous-sol, Janet. Tu as dépensé l'argent. Ne me mets pas ça sur le dos. C'était la première fois, selon Kyle, que Gérald contredisait Janet devant qui que ce soit. Mais c'était aussi 20 ans trop tard et ils le savaient tous les deux. Tiffany m'a appelé le lendemain, polie, nerveuse, sa voix un demi-ton trop haute. Audrey, je sais que nous n'avons pas été proches, mais Kyle et moi ne savions rien de l'argent Airbnb. N'y aurait-il pas moyen que tu parles à l'avocat? Peut-être régler les choses. Tiffany, je suis désolé que vous soyez dans cette situation, mais la fiducie appartient à grand-mère Ruth. Vous devrez parler à son avocat. Elle m'a remercié et a raccroché. Je pense qu'elle espérait de la miséricorde. Je pense qu'elle en méritait, honnêtement. Mais la miséricorde n'était pas à moi de la donner. Elle était à grand-mère Ruth, et grand-mère Ruth l'avait déjà donnée pendant 18 ans. Elle en avait fini. Cette semaine-là, Janet a fait un autre post Facebook, plus court cette fois-ci. Quand votre propre famille vous trahit. 12 réactions, 3 commentaires, puis un 4e, d'une personne que je ne reconnaissais pas, quelqu'un qui avait apparemment été un invité dans ce sous-sol. Janet, je suis allé chez vous. Est-ce le même sous-sol listé sur Airbnb? Je pensais que votre grand-mère possédait cette maison. 2 heures plus tard, le message était supprimé, mais j'avais déjà pris la capture d'écran.
La famille qui avait présenté un front uni à chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque repas partage à l'église, celle qui souriait en pulls assortis pendant qu'une petite fille était assise seule à une table pliante, se dissolvait. Non pas parce que je l'avais déchirée, mais parce que la vérité l'avait fait. Je sais que cela a été beaucoup, mais nous sommes presque à la fin. Et honnêtement, ce qui s'est passé le jour du déménagement est la partie que même moi n'ai pas vu venir. Si vous êtes toujours là, abonnez-vous et laissez un commentaire. Avez-vous déjà vu l'image publique de quelqu'un s'effondrer lorsque la vérité a finalement éclaté? Restez avec moi. La date limite de 30 jours tombait le 2 février. Je le sais parce que j'avais compté chacun de ces jours comme une infirmière compte les fréquences cardiaques, avec une conscience tranquille que le mauvais chiffre pouvait tout changer. Martin m'a envoyé un email la veille au soir. La date limite est demain. S'il ne quitte pas les lieux, je déposerai l'action en expulsion illégale auprès du tribunal de district général lundi matin. Je suis passé devant la maison cet après-midi-là. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas garé ma voiture dans l'allée. J'ai juste ralenti en passant. Comme on ralentit devant un accident sur l'autoroute. Non pas parce qu'on veut regarder, mais parce que quelque chose en vous a besoin de savoir. Les deux voitures étaient dans l'allée. Lumières allumées dans la cuisine. La couronne de Noël était toujours sur la porte, desséchée, brunie sur les bords. Personne ne l'avait enlevée. Il ne partait pas. Ce soir-là, Janet m'a envoyé un SMS. Pas un appel téléphonique cette fois. Juste 6 mots sur un écran. Nous ne partons pas. C'est chez nous. Je l'ai transféré à Martin. Sa réponse, dépôt lundi. Kyle, au moins, avait compris la situation. Lui et Tiffany avaient trouvé un appartement à Short Pump. Petit, une salle de bain, la caution payée par les parents de Tiffany. Kyle m'avait envoyé un SMS la veille, son dernier message dans ce qui était devenu un fil de discussion très court. J'ai déménagé. J'en ai marre de tout ça. Mais tu devrais savoir. Maman dit aux gens que tu vas la faire arrêter. Je n'ai pas répondu. La même semaine, j'avais remarqué que l'annonce Airbnb avait disparu de la plateforme. Janet l'avait supprimée, nettoyé la page, retiré les photos, supprimé les avis. Elle pensait probablement que si l'annonce n'existait pas, la preuve non plus. Mais la parajuriste de Martin avait déjà capturé l'annonce complète via la Wayback Machine, pages archivées, avis mis en cache, profil d'hôte, tout. Et le relevé de revenus Airbnb obtenu via la citation à comparaître légale existait indépendamment du site web. On peut supprimer une annonce. On ne peut pas supprimer un dépôt bancaire. Lundi matin, Martin Haywood est entré au tribunal de district général de Richmond, portant un dossier de dépôt de 3 pouces d'épaisseur. Et à l'intérieur de ce dossier, il y avait 30 jours de silence, 47 avis de preuve, et le refus d'une femme de 89 ans de laisser sa famille être redéfinie par les personnes qui l'avaient volée. Le dépôt a été fait un lundi. Martin a soumis l'action en expulsion illégale avec toutes les pièces à conviction jointes, l'acte de fiducie, l'avis de 30 jours avec son accusé de réception de courrier recommandé et sa confirmation de suivi USPS, la lettre de capacité du médecin, l'amendement de fiducie. Et comme pièce à conviction supplémentaire, la documentation complète d'Airbnb. La greffière l'a tamponné, a attribué un numéro de dossier et a fixé l'audience à 10 jours. La Virginie agit rapidement en matière d'expulsion illégale. La loi n'aime pas l'ambiguïté sur qui possède une maison et qui ne la possède pas. Mercredi après-midi, un huissier est monté sur le perron de la maison de grand-mère Ruth et a frappé à la porte d'entrée. Gérald a ouvert. L'huissier lui a remis 2 copies de l'assignation, une pour lui, une pour Janet, et lui a fait signer l'accusé de réception. Gérald a regardé les papiers, puis l'huissier, puis de nouveau les papiers. Son visage, a noté l'huissier dans l'affidavit de service déposé le lendemain, est devenu gris. Janet n'était pas à la maison. Elle était à l'épicerie, ce qui signifiait que Gérald devait annoncer la nouvelle lui-même. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblait cette conversation, et je n'en ai pas besoin. Je connais le résultat. Janet a appelé le pasteur Whitfield. Elle a appelé tante Diane. Elle a appelé 2 cousins. Elle a travaillé les téléphones comme elle le faisait toujours, actionnant les leviers de sympathie qu'elle avait installés au cours de 30 ans de plats préparés et de chaînes de prière. Mais cette fois-ci, la machine n'a pas répondu comme d'habitude.
Le pasteur Whitfield lui a dit gentiment qu'il m'avait parlé et qu'il avait entendu le message vocal. Il a suggéré une réflexion. Tante Diane n'a pas décroché. Une cousine a demandé, « Janet, est-ce vrai l'histoire d'Airbnb ?» Et Janet lui a raccroché au nez. Et puis il y avait Madame Palmer. Dorothy Palmer, 71 ans, vivait à 3 maisons de celle de grand-mère Ruth. Elle était là presque aussi longtemps que la maison elle-même. Elle avait vu Janet et Gérald aller et venir pendant 18 ans, et elle avait vu quelque chose le soir de Noël qu'elle n'avait pas compris jusqu'à présent. Elle m'a appelé ce jeudi soir-là. Sa voix était douce, de Virginie, prudente comme les gens le sont lorsqu'ils sont sur le point de dire quelque chose qui est resté dans leur poitrine pendant 5 semaines. « Audrey, ma chérie, je dois te dire quelque chose. La nuit de Noël, j'étais sur mon perron en train de rentrer le recyclage et j'ai vu ta petite fille marcher sur le trottoir seule, portant un sac dans le froid. J'ai failli appeler la police. J'aurais dû. Je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais peut-être qu'elle allait chez une amie ou. Mais ça ne me semblait pas normal. Ça ne me semblait pas normal et je n'ai rien fait et je suis tellement désolé. Je l'ai remerciée. Je le pensais. Et je lui ai dit que si elle était d'accord, Martin pourrait lui demander de fournir une déclaration écrite. Elle a dit oui avant que je ne finisse la phrase. L'audience a eu lieu un jeudi, tribunal de district général, Richmond, petite salle d'audience, lumière fluorescente, une juge nommée l'honorable Karen Yeh, qui semblait avoir entendu 10 000 affaires et se souvenait des détails de chacune. Martin était assis à la table du demandeur. Je m'étais assise derrière lui. De l'autre côté, Janet et Gérald, seuls, sans avocat. Luskin avait refusé de continuer à les représenter après avoir examiné les preuves Airbnb, ou plus précisément, après avoir appris que Martin avait l'intention de les présenter en pleine audience. Janet n'avait pas trouvé de remplaçant. Elle était assise dans son manteau de laine beige, ses boucles d'oreilles en perles, les mains jointes sur ses genoux comme si elle était à la messe du dimanche. Gérald fixait la table. Martin a présenté le dossier en moins de 20 minutes, l'acte de fiducie, l'avis, le reçu de courrier recommandé avec suivi USPS et la signature de Janet, la lettre de capacité du médecin, l'amendement à la fiducie, puis comme pièce à conviction supplémentaire, la documentation Airbnb. Le relevé de revenus, les captures d'écran de l'annonce, les avis, la capture archivée de la Wayback Machine. La juge Yeh a examiné le dossier. Puis elle a regardé Janet. « Madame, souhaitez-vous répondre ?» Janet s'est levée. Elle a lissé son manteau. « Votre honneur, nous avons entretenu cette maison pendant 18 ans. Nous sommes une famille. C'est un désaccord familial, et je crois qu'il peut être résolu en privé. » La juge Yeh a regardé le dossier à nouveau, puis Janet. « Madame, avez-vous reçu des revenus locatifs de la propriété de la fiducie ?» Les mains de Janet se sont crispées sur le bord de la table. Ce n'était qu'un petit. Avez-vous ou non reçu des revenus locatifs de biens détenus dans une fiducie dont vous n'êtes pas la fiduciaire? La salle d'audience était très silencieuse. J'entendais le système de ventilation ronronner. Oui. La juge Yeh a statué en 11 minutes. Mandat de possession. Janet et Gérald Ashford ont été sommés de quitter les lieux dans les 10 jours. Concernant les revenus Airbnb, la juge a noté que la fiducie avait qualité pour intenter une action civile pour détournement et a recommandé que les parties mènent une médiation ou procèdent devant la cour de circuit. Janet a pleuré. Pas le genre de larmes performatives qu'elle déployait dans le hall de la maison de retraite. De vraies larmes, le genre qui vient quand on réalise que le scénario qu'on lit depuis toute sa vie n'a plus de pages. Gérald était assis à côté d'elle, les mains sur les genoux, fixant le sol. Martin a rassemblé ses documents. Je me suis levé et j'ai franchi les portes doubles pour me retrouver dans le couloir où la lumière était grise, plate et sans particularité. Pas de musique dramatique, pas de moment au ralenti, juste une femme tenant une ordonnance de tribunal dans une chemise cartonnée se dirigeant vers l'ascenseur. La juge n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Les documents parlaient d'eux-mêmes. Ils le font toujours quand on prend le temps de les conserver. Ils ont déménagé un samedi à la mi-février. Je le sais parce que Maggie est passée devant la maison cet après-midi-là. Je le lui avais demandé, non pas parce que j'avais besoin d'en être témoin, mais parce qu'une partie de moi avait besoin de savoir que c'était réel. Un camion de déménagement loué dans l'allée. Gérald transportant des lampes et des cartons.
Janet le dirigeant depuis le perron dans son manteau, les bras croisés, la bouche serrée. Les voisins regardaient depuis leurs porches et leurs allées, comme les gens le font quand quelque chose de privé devient public. Non pas avec joie, juste avec cette attention calme et prudente qui vient de savoir qu'une histoire de rue vient de changer. Maggie m'a raconté un détail qui est resté en moi. Janet a tout pris, les meubles, les ustensiles de cuisine, les vieux trophées de Kyle sur l'étagère à l'étage, la vaisselle de Noël qu'elle avait utilisée pour le dîner auquel Nora n'avait pas été autorisée à assister. Elle a pris les rideaux. Elle a pris le miroir de la salle de bain qu'elle avait accroché au-dessus du lavabo. Mais elle a laissé la photographie, celle encadrée. Grand-mère Ruth devant la maison en 1987. L'inscription au dos qui disait « Pour ma famille, tous les membres ». Elle était toujours sur le mur quand ils ont fermé la porte derrière eux. Maggie m'a envoyé un SMS à 15h14. Je suis allé à la maison le lendemain matin. Nora était avec moi. L'endroit était froid. Ils avaient baissé le thermostat avant de partir. Un dernier petit acte de mesquinerie dans une longue liste. Les pièces étaient vides, poussiéreuses dans les coins, la lumière du soleil tombant à travers des fenêtres nues sur des parquets que grand-mère Ruth avait choisis il y a presque 40 ans. J'ai trouvé la photographie dans le salon, toujours accrochée, légèrement de travers. Je l'ai décrochée, essuyé le verre avec ma manche, et l'ai raccrochée, au niveau, au centre, là où elle devait être. Janet et Gérald ont loué un appartement d'une chambre à Midlothian, $1 400 par mois, premier loyer payé en 18 ans. Le jugement d'expulsion illégale faisait maintenant partie de leur casier judiciaire, ce qui signifiait que tout futur propriétaire qui ferait une vérification de leurs antécédents le verrait. Martin les avait informés que la réclamation de $52 340 restait active. S'ils n'acceptaient pas un plan de remboursement dans les 60 jours, la fiducie déposerait une plainte devant la cour de circuit. Elle a pris la vaisselle de Noël. Elle a laissé la photographie. Je suppose qu'elle savait laquelle elle avait gagné et laquelle elle n'avait pas. Nous avons emménagé fin février. Nora a monté son sac à dos sur les marches du perron, les mêmes marches où elle s'était tenue la nuit de Noël, tenant un sac fourre-tout plein de cadeaux, et s'est arrêtée devant la porte d'entrée. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. C'est à nous, a-t-elle demandé. C'est la maison de grand-mère Ruth, ai-je dit. Elle nous laisse en prendre soin. Nora a hoché la tête comme si cela avait un sens parfait pour elle. Comme les choses le font quand on a 10 ans et que la confiance n'a pas encore été ruinée pour vous, du moins pas de façon permanente. Elle a choisi la chambre à l'étage, celle avec la fenêtre qui donnait sur le jardin arrière, où grand-mère Ruth avait un potager dans les années 70. La pièce était nue, juste des murs et de la lumière, mais Nora est entrée et a tourné sur elle-même une fois les bras tendus comme si elle testait l'espace. Et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardée sans essayer de nommer ce que je ressentais parce que je savais que si je le faisais, je craquerais. Martin a finalisé les documents. La fiducie est restée au nom de grand-mère Ruth. Elle était toujours fiduciaire, mais j'étais maintenant la bénéficiaire désignée et la gardienne de la propriété. Je paierais les impôts fonciers, entretiendrais la maison, souscrirais l'assurance. C'était une responsabilité, pas un cadeau. J'ai compris la différence, et j'en étais reconnaissante. J'ai appelé grand-mère Ruth ce soir-là en FaceTime. Le personnel de la maison de retraite l'a aidé à poser le téléphone sur sa table de plateau. Elle a regardé Nora coller un panneau dessiné à la main sur la porte de sa chambre, la chambre de Nora avec un petit soleil dans le coin. Le petit soleil est à la maison, a dit grand-mère Ruth. Cette semaine-là, j'ai inscrit Nora à un cours d'art au centre communautaire le samedi. Elle avait arrêté de dessiner après Noël. Pas de façon dramatique, pas comme une déclaration, juste comme la lumière faiblit quand on ferme un rideau. Elle avait arrêté de transporter son carnet de croquis. Elle avait arrêté de mettre des soleils sur les choses. Le premier samedi, elle est rentrée à la maison avec une feuille de papier craft roulée sous le bras. Elle l'a déroulée sur la table de la cuisine, et j'ai vu ce qu'elle avait fait. Une maison avec une grande table au centre et 14 chaises dessinées soigneusement autour d'elle. Chaque chaise avait une étiquette de nom. Grand-mère Ruth, maman, compagnie Maggie, Madame Palmer, et au milieu, la chaise avec la meilleure vue sur la fenêtre, Nora. Elle ne se dessinait plus à une petite table. Elle se dessinait à la grande. Et chaque chaise avait un soleil dessus. J'ai aussi fait quelque chose pour moi ce mois-là, quelque chose que j'aurais probablement dû faire des années plus tôt. J'ai trouvé un thérapeute,
non pas parce que j'étais brisé, mais parce que 30 ans d'une famille comme la mienne laissent des schémas que l'on ne voit même pas avant que quelqu'un ne vous les montre. La première séance, je me suis assise sur une chaise plus belle que n'importe quel meuble de mon ancien appartement et j'ai dit à une femme aux yeux gentils et à une boîte de mouchoirs que j'avais passé toute ma vie à essayer d'être assez petite pour maintenir la paix. Et comment ça s'est passé, a-t-elle dit. J'ai presque ri. Ça n'a pas marché. Non, a-t-elle dit, ça ne marche jamais. En mars, une lettre est arrivée. Non recommandée, pas d'un avocat, juste une enveloppe ordinaire avec l'écriture de ma mère sur le devant. Les boucles soignées et délibérées comme elle l'était toujours quand elle voulait paraître posée. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine pendant que Nora était à l'école. Audrey, je suis ta mère. Cela a été trop loin. Pouvons-nous parler? 8 mots. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait à Nora, ou de ce qu'elle avait fait à grand-mère Ruth, ou de ce qu'elle avait fait avec 52 000 $ qui n'étaient pas les siens. Juste pouvons-nous parler? Comme si le problème était une conversation qui n'avait pas eu lieu plutôt qu'une décennie de choix qui avaient été faits. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans l'enveloppe et l'ai mise dans le dossier d'épreuve. Même dossier, même système, même étagère. Elle reposait à côté de la transcription du message vocal et des captures d'écran Airbnb et du dossier judiciaire et de tout autre document qui racontait la véritable histoire de ce que la famille avait signifié dans la maison Ashford. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué son numéro non plus. Si elle voulait me joindre, elle pouvait passer par Martin. C'était la limite. Et la limite n'était pas une punition. C'était une porte qui fonctionnait comme les portes sont censées fonctionner. On pouvait frapper, mais on ne pouvait pas simplement entrer et réorganiser les meubles. Grand-mère Ruth m'a appelé la même semaine. Elle avait l'air fatiguée, mais claire, comme toujours, comme quelqu'un qui avait fait la paix avec la plupart des choses et travaillait sur le reste. Elle a dit, « Je ne suis pas en colère contre Janet, Audrey. Je suis déçu, mais je ne laisserai pas la déception prévaloir sur la sécurité de mon arrière-petite-fille. Jamais. » Le printemps est arrivé lentement cette année-là. Nora faisait du vélo sur le trottoir devant la maison. Madame Palmer saluait depuis son perron chaque après-midi et apportait parfois du pain aux bananes. Maggie passait le vendredi avec des plats à emporter. Le radiateur de l'ancien appartement ne faisait plus tic-tac parce que nous n'y vivions plus. Et je n'y pensais que parfois. Tard le soir, assise sur le perron de grand-mère Ruth, le même perron où ma fille s'était tenue dans le froid 5 mois plus tôt, tenant un sac de cadeaux pour des gens qui lui avaient dit qu'elle ne valait pas une chaise. Je pense à ce que Nora a dit cette nuit-là dans l'appartement quand elle a demandé si elle était un problème. Et je pense au dessin qu'elle a fait en cours d'art. 14 chaises, chacune étiquetée, chacune avec un soleil. La famille n'est pas une table à laquelle on est assis. C'est la façon dont les gens vous traitent quand ils pensent que personne ne regarde. Et quelqu'un regardait toujours. Une fille de 10 ans avec un sac de cadeaux et une mémoire qui n'oublie pas. Elle a 11 ans maintenant. Elle dessine toujours des soleils sur tout. Et la porte d'entrée de cette maison reste ouverte. C'est notre histoire. La mienne et celle de Nora. Si cela a eu un sens pour vous, si vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et protéger votre enfant, ou si vous avez déjà été l'enfant debout à cette porte, j'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin.